à toutes et bonjour à tous. Ravi de vous accueillir au sein des studios Victoire de l'agence EPOCA pour notre atelier sur la communication corporate. Vous allez voir que pendant à peu près une heure, un peu moins d'une heure, on va vous partager les tendances et les perspectives en matière de communication corporate qu'on espère inspirantes pour vos stratégies de communication en 2024. J'ai eu l'immense plaisir de préparer cet atelier et d'ailleurs j'aurai le plaisir de l'animer avec Émilie Rousset qui est directrice du planning stratégique, avec Victoire Quemin qui est planeur stratégique, avec Bérangère Arnold qui est directrice adjointe des stratégies corporate et donc moi je suis Laurent Cédric Verscher, associé chez EPOCA en charge des stratégies corporate et d'engagement. Pour ceux qui ne connaissent pas encore EPOCA, juste quelques mots pour vous dire que nous sommes la première agence corporate RH et B2B indépendante de France et que dans les locaux de la rue Croix des Petits Champs travaillent 200 collaborateurs qui accompagnent à peu près environ 350 clients depuis des réflexions sur l'élaboration des stratégies jusqu'au déploiement opérationnel de ces stratégies, avec d'ailleurs des formats de production de contenu, un peu comme celui qui nous réunit ce matin. Au sein de l'agence, différentes expertises permettent d'accompagner de façon assez 360 ces stratégies. L'événementiel, l'influence, des stratégies digitales ou des stratégies de contenu. Voilà une offre très complète pour pouvoir accompagner pleinement les entreprises, les institutions et les ONG qu'on accompagne. On va tout de suite commencer avec le contenu de cet atelier et c'est Émilie qui va d'abord commencer par nous brosser un panorama un peu de la situation complexe actuelle que nous traversons et qui est évidemment des éléments clés sur lesquels on s'appuie pour pouvoir bâtir nos réflexions. Et tout à fait, merci Laurent Cédric. Je vais essayer de brosser au mieux. Donc, bonjour à tous, je suis ravie de co-animer cet atelier aujourd'hui. Et en effet, il y a un exercice assez sain et qu'on pratique au planning stratégique d'EPOCA. C'est finalement de faire le petit coup dans le rétroviseur. Hein. Il nous reste encore 15 jours avant 2024. Et donc, il serait intéressant d'identifier les faits marquants qui ont vraiment balisé cette année 2023. Car finalement, ces faits sont riches d'enseignements pour préparer nos stratégies de communication de l'année 2024. Donc sans plus attendre, finalement si on regarde 2023, il y a un mot, alors ce mot il fait un petit peu peur, hein. C'est la crise et même la polycrise qui caractérise réellement l'année 2023. Alors la crise, c'est d'abord la crise géopolitique, hein, et je ne m'étendrai pas là-dessus, mais ça a été un fait marquant de l'année 2023 avec le conflit en Ukraine qui s'enlise et la guerre déclarée entre Israël et le Hamas. Mais c'est aussi une instabilité qu'on ressent à l'intérieur en France. Hein. Vous vous souvenez, les 6 premiers mois de 2023 ont été marqués par un climat d'explosion sociale avec les Français qui sont sortis dans les rues dans des manifestations géantes au moment de la réforme des retraites et puis ensuite par la suite au moment de l'été des émeutes également partout en France, pas uniquement à Paris d'ailleurs, également dans ce qu'on appelle la France périphérique. Et donc il y a vraiment ce climat de crise, de tension sociale qui a marqué 2023. La crise, je parlais de polycrise, c'est aussi une crise très concrète hein, qui se loge dans le porte-monnaie des Français puisque c'est la crise du pouvoir d'achat. Bien sûr 2023 restera associé à cette explosion de l'inflation qu'on a vue et une situation assez préoccupante hein, puisque finalement près d'un tiers des Français disent s'être restreints dans leur consommation alimentaire, devoir sauter des repas. Et c'est d'ailleurs chez les étudiants près d'1 sur 2 qui se trouvent en situation d'insécurité alimentaire. Donc c'est réellement une situation alarmante. Et le point d'orgue de tout ça, et j'en parle puisqu'on a la chance d'accompagner Nexem, hein, qui est cette organisation qui représente les employeurs du secteur médical et médico-social. Finalement, le point d'orgue de tout ça, c'est lorsque finalement le tissu associatif lui-même sonne l'alarme et se retrouve en précarité, ne pouvant plus
aller à l'aide finalement des gens dans le besoin. Et Nexem a réalisé ce dispositif, on a eu la chance de les accompagner sur ce dispositif Solidarité en danger qui vient finalement marquer cette urgence sur la crise du pouvoir d'achat en France. Alors, qu'est-ce que ça produit réellement et c'est quoi la réaction? Et c'est là où ça nous intéresse, puisque finalement, ce qui s'est produit, c'est qu'il y a eu une mise en responsabilité des entreprises suite à cela. Alors, Alexandre Bompard le dit, le PDG de Carrefour, un tsunami de déconsommation s'est produit. Mais il y a surtout eu cette mise en responsabilité du gouvernement avec ce dispositif que vous avez croisé au sein même des rayons, c'est-à-dire dans le parcours d'achat des Français. Voilà, ce trimestre anti-inflation qui était initialement ce panier anti-inflation qui s'est prolongé et qui a été assez marquant, y compris à nouveau dans la signalétique de nos magasins, et qui visait finalement à poser un bouclier sur les produits de première nécessité pour que les Français puissent continuer à s'alimenter convenablement. Donc cette mise en responsabilité, elle nous est tout à fait intéressante pour notre sujet et elle a été assez forte en 2023. L'autre phénomène qui nous intéresse évidemment, c'est, j'en parlais, la déconsommation qui est subie, mais c'est vrai que 3/4 des Français en septembre, après ces épisodes-là, disent avoir changé drastiquement leur consommation, consommer moins, être plus regardants sur leur consommation alimentaire. Et donc il faudra regarder ces éléments-là en 2024, même si là on voit qu'en effet il y a des signes d'amélioration au niveau de l'inflation. Il faudra voir s'il y a un effet pérenne sur ce mouvement, cette trajectoire en tout cas de déconsommation des Français. Alors la crise, c'est évidemment la crise climatique et celle-ci, elle divise. Alors la prise de conscience, elle est réelle. 2023, c'est l'année la plus chaude jamais observée. Et les Français sont 73% à trouver la situation préoccupante. Donc il y a cette prise de conscience, on le dit. Cette prise de conscience, elle appelle à un changement radical pour 56% des Français. Il y a des mesures gouvernementales avec, vous l'avez vu à la rentrée, l'annonce de la planification écologique. Mais il y a aussi finalement des éléments qui viennent un peu troubler cette lecture de on a bien pris conscience et notamment on peut peut-être tiquer quand la COP28 est organisée à Dubaï et présidée par celui qui est également à la tête d'un des plus gros groupes pétroliers au monde. Et donc vous voyez, il y a eu des mouvements d'alerte là-dessus, boycott 28 en est un, mais de dire finalement c'est un peu un non-sens, c'est un paradoxe aussi. Alors les annonces récentes sont plutôt, on peut saluer l'accord qui a été trouvé, mais là encore, vous le voyez peut-être ce matin si vous avez parcouru les médias, écouté la radio, il y a toutes sortes finalement de débats sur, mais au fait oui, il y a eu cet accord qui est qualifié d'historique, mais les actions, c'est quoi en fait, ça va être quoi les actions et on voit là qu'on est à la limite de l'exercice puisqu'il n'y a pas de date, il n'y a pas de feuille de route bien précise, et d'ailleurs il y a une terminologie, et la sémantique est toujours éclairante, mais il y a une terminologie qui vient dire finalement on ne parle pas de sortie des énergies fossiles, on parle bien de transition hors des énergies fossiles et ça a son importance aussi. Donc là encore, pour notre année 2024, ça va être des choses à regarder de près. Alors la crise, l'autre crise dans ce millefeuille de crise dont j'aimerais vous parler aujourd'hui, c'est celle qu'on pourrait qualifier de crise informationnelle finalement, le crise de l'authenticité. Et ça, c'est dû à un énorme bouleversement, vous n'êtes pas passé à côté, c'est celui de l'IA. Alors l'IA, pas nouveau évidemment, ce qui est nouveau c'est la trajectoire d'accélération considérable qui s'est produite en 2023. Et cette IA finalement, pourquoi elle est en rapport avec une crise de l'information, c'est qu'elle permet dans ces outils d'intelligence artificielle générative une production en quantité de contenu. Et donc là, on peut se poser finalement cette question de la confusion vis-à-vis de l'information. Et les Français le disent, ils sont 71% à penser qu'il est préférable d'avoir des sources d'informations plus rares, mais qu'elles soient davantage vérifiées et fiables. Donc ils sont d'une certaine manière noyés dans cette infobésité telle qu'on la qualifie depuis assez longtemps. Mais l'intelligence artificielle accélère ce sentiment-là, aussi parce qu'il vient potentiellement donner la possibilité à n'importe qui de toucher sur la nature même de l'information, du contenu. Et vous l'avez vu, cette culture du deepfake qui s'est développée à vitesse grand V sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, et qui nous pose question, parce que le deepfake constitue une véritable révolution dans notre rapport
à la vérité. Donc là encore, des éléments qui vont être particulièrement intéressants à surveiller, à monitorer en 2024. Et au total, hein, dans je disais, dans ce tableau polycrise, finalement, on a un rapport, on peut voir un rapport de plus en plus clivant à la consommation, avec un peu deux salles de ambiance chez les Français. La première salle, c'est celle du ralentir, en fait. 7 Français sur 10 disent de se sentir de plus en plus dépassés. On l'a vu aussi dans ce phénomène d'infobésité, et pensent que la vie va trop vite. Et il y a une volonté de ralentir et d'aller sur une trajectoire, en tout cas, du consommer moins. De prendre plus son temps, de consommer moins. Et de l'autre côté, la deuxième salle, c'est au contraire cette partie des Français, ils sont 49% aussi à le signifier, qui veulent privilégier leur liberté totale dans leur consommation, dans leurs achats. Et on voit que finalement, les avancées technologiques, et notamment l'IA, vont plutôt supporter cette trajectoire-là, puisqu'elles donnent encore une fois la possibilité du toujours plus vite, et notamment, encore une fois, tous les outils d'intelligence artificielle générative. Et là, pour un petit peu symboliser ce rapport de celle des ambiances, je convoquerai le film que vous avez forcément croisé ces dernières semaines, le dernier film publicitaire de l'ADEME, Le Dévendeur, qui pose exactement, et les polémiques qui ont eu lieu autour de la diffusion de cette publicité, pose finalement cette tension entre deux modèles de société qui se font face aujourd'hui, là encore en 2024, passionnant de voir finalement qui va l'emporter, ou en tout cas vers quoi on va plutôt s'acheminer. Et donc, pour retomber sur notre sujet, qui est celui de la communication corporate et des tendances de communication corporate pour 2024, finalement, ce tableau-là, il nous invite à penser le rôle des entreprises encore plus fortement. Et les Français le disent. Vous le voyez, ces crises multiples mènent à un contexte de confusion. On a du mal à y voir clair. Les Français comptent sur les entreprises, d'autant plus pour les aider là-dedans. 60% des Français trouvent qu'il est difficile de consommer responsable, et 82% attendent que les entreprises les informent. Donc il y a ce rôle finalement d'éclaireur, mais pas que, évidemment. On en a parlé, mais un rôle aussi d'acteur. L'entreprise doit être agissante aujourd'hui, mais tout reste à prouver, puisqu'il y a beaucoup de scepticisme aussi de la part des Français. Ils sont 69% à ne pas avoir confiance dans la capacité des grandes entreprises à agir. Et là encore, à ce climax de la présentation, Laurent Cédric, je te passe le flambeau pour nous parler d'un sujet formidable qui est celui de la responsabilité totale. Mais oui, mais ces chiffres sont absolument intéressants, puisqu'ils montrent en effet à quel point il y a des attentes très fortes qui s'expriment de la part finalement de la population. Et puis et montre aussi à quel point l'entreprise ou l'institution, elle peut être une réponse à voilà, des solutions positives pour pouvoir justement essayer de naviguer dans le contexte que l'on connaît et que tu nous as présenté. Alors, notre rôle de communicant, justement, ça va être d'accompagner les marques dans ce cadre-là, et de faire en sorte, justement, de renforcer leur puissance pour pouvoir s'assurer que leur pouvoir d'agir soit complet et soit vraiment complètement reçu par leurs différentes parties prenantes. Alors pour cela, nous, chez Zepoca, on a une conviction vraiment qui est viscérale autour de l'idée de la cohérence. Et je fais juste une petite aparté là-dessus, mais on est absolument convaincu qu'une marque puissante doit être en grande cohérence dans ses différentes expressions. À la fois la marque corporate, mais articulée également à la marque employeur et à la marque commerciale. Et en fait, pourquoi on se dit ça? Parce que c'est quand même pas forcément encore comme cela que les marques se construisent, ou en tout cas que les stratégies se développent. Et on observe encore beaucoup de stratégies silotées avec des récits qui vont être adaptés, différents, et des messages un peu spécifiques pour notamment ces 3 grandes disciplines. En fait, on voit bien aussi, et je pense qu'on en est tous conscients, qu'aujourd'hui, une partie prenante, elle peut être à la fois collaborateur,
actionnaire. Pourquoi pas dans sa vie personnelle faire partie d'une ONG qui est en interaction avec l'entreprise, et puis un autre jour devenir un candidat pour l'entreprise. Et donc en fait finalement cette mobilité des parties prenantes, là aussi on a besoin d'adresser vraiment une très très grande cohérence. Donc ça, c'est notre postulat de départ qu'on appelle, c'est un peu la marque de fabrique, la marque Total. Euh, et quand on regarde les éléments que vient de nous partager Émilie et qu'on essaye de les intégrer avec ça, on se dit en fait ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, et il faut aller plus loin. Et ce à quoi on vous propose de réfléchir, c'est d'intégrer, et pas de passer, mais d'intégrer dans la marque Total la responsabilité totale. Parce que, et d'ailleurs, en fait, et là, ça va être intéressant de voir, alors, tu es un peu critique par rapport aux avancées de la COP28, ça va être intéressant d'ailleurs de voir comment chacun des États s'en empare, parce que c'est vrai que tu as raison, il n'y a pas de contraintes associées pour le moment, ni de contraintes ni de financement, alors c'est difficile d'avancer avec ces éléments-là. Mais en revanche, c'est quand même un mouvement intéressant qui a été une avancée intéressante, qui était un peu attendue, mais on l'espérait plus trop, donc qui a été présenté, qui a été adopté hier. Et on peut imaginer quand même que les États, et certains États, et notamment particulièrement en Europe, on va s'en emparer pour peut-être mettre en place des dispositifs plus contraignants qui vont permettre d'avancer sur des questions justement d'engagement et de responsabilité. En tout cas, ce qui est certain, et on n'a pas attendu la COP28 pour cela, il y a déjà des dispositifs qui se mettent en place en Europe, et notamment l'année prochaine, à partir du 1er janvier 2024, il y a quand même une accélération qui va être intéressante de mesurer d'un point de vue de la communication, qui est liée à la nouvelle réglementation européenne CSRD, et qui va contraindre beaucoup de grandes entreprises françaises et européennes à faire évoluer l'analyse de toutes leurs actions en matière extra-financière pour pouvoir permettre une vraie comparabilité et qui va nécessiter vraiment de densifier l'observation de cette matière-là. Et donc, on sait que on imagine que par ricochet, ça va évidemment orienter aussi la façon de définir des stratégies d'engagement des entreprises, d'engagement RSE, des entreprises qui ne sont pas concernées par la CSRD, parce que ça va forcément initier un mouvement plus large. Et par ailleurs, il y a d'autres réglementations qui se présentent et qui encouragent aussi à renforcer les engagements, renforcer aussi la transparence et nous contraindre, nous tous communicants, à une forme d'authenticité plus importante et aussi d'éthique professionnelle plus dense. Et notamment, c'est la législation qui est récente avec la directive Green Claims qui vraiment encourage les entreprises contraint les entreprises à vraiment éviter le greenwashing notamment. Donc, on voit qu'on entre dans l'ère de la preuve et de la transparence. Alors, vous verrez d'ailleurs dans toute notre présentation, Émilie a commencé, on a essayé de raccrocher à des cas récents qui se sont présentés et qui sont souvent des cas très positifs de marques qui s'emparent de ces sujets et puis parfois aussi des cas où, pas négatifs, mais où on peut questionner ou en tout cas qui parfois ont engendré des problématiques réputationnelles. La question en effet de la véracité, de l'authenticité, de la démonstration par les faits, elle est complètement palpable dans des campagnes de communication qui sont rattachées à des actions et notamment celles que l'on présente là pour Leclerc sur la sortie des prospectus et sur la réduction de son empreinte environnementale. Ils ne communiquent pas là-dessus, mais on pourrait imaginer aussi finalement sur une réduction peut-être à l'incitation à la consommation, mais en tout cas, ce n'est pas leur axe de communication premier. C'est vraiment quelque chose qui est orienté par les faits. On prend une décision, on communique sur le sujet et on en fait des campagnes, c'est ce qu'on présente là.
de façon un peu plus instrumentale. Vous avez sans doute vu cette opération cette année réalisée par la ville de Pantin, très engagée dans l'égalité homme-femme pour le coup, et qui a de façon un peu événementielle renommé la ville de Pantin en féminisant le nom pour justement faire la démonstration de ses avancées en la matière. Et puis, et c'est là aussi où ce serait intéressant de voir en quoi la nouvelle directive peut-être aura un impact sur ce type de campagne, un acteur comme Charal, qui, avec une campagne que vous avez peut-être vue, crée une forme d'ambiguïté en évoquant 20 ans de production d'agriculture biologique, alors qu'en fait, quand on s'intéresse à la production de Charal, on se rend compte que c'est vraiment une part extrêmement marginale de son activité. Et en fait, ces premiers exemples, ils montrent bien à quel point l'alignement entre l'action, l'action et la communication, on doit vraiment faire preuve d'exigence. Et notamment parce que, et là aussi on a des chiffres intéressants à l'appui, qui montrent bien que l'entreprise qui a adopté une raison d'être et l'entreprise qui a adopté des objectifs en lien avec sa raison d'être, elle est perçue comme étant beaucoup plus crédible auprès de ces parties prenantes. Et notamment, évidemment, c'est intéressant de voir massivement, à 78%, auprès des parties prenantes les plus jeunes, les 25-34 ans notamment. Même si, là aussi on pourrait en discuter assez longtemps, on se rend compte, et d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a un nouveau chantier autour de la loi Pacte s'ouvre, 4 ans après, un peu plus, 5 ans pratiquement après la loi Pacte, on se rend compte que l'intention, la raison d'être, elle peine encore à transformer certaines entreprises et qu'en fait, on a du mal à définir des objectifs et des avancées vraiment en phase avec la raison d'être. Et que là aussi, sans doute, parce que les dispositifs ne sont pas suffisamment contraignants, et on verra l'évolution législative et les différentes propositions, ça n'encourage peut-être pas suffisamment les entreprises à avancer en la matière. L'ère de la preuve et de la transparence, ça peut aussi se matérialiser par d'autres façons, et notamment de communiquer. Et on se rend bien compte qu'on a envie toujours de faire des démonstrations de preuves. Alors là aussi, je pense que la preuve, elle est passionnante en communication, mais il faut la prendre avec vraiment une bonne mesure et notamment faire l'essai de ne pas sélectionner, enfin moi ce que je trouve être des preuves anecdotiques, hein, parce que là aussi c'est des très importants risques réputationnels. Mais là, on vous présente deux cas intéressants. Un cas pour Intermarché qui est complètement là dans l'actualité avec les tensions en matière des questions de pouvoir d'achat, puisqu'en fait Intermarché a décidé de montrer en fait les coulisses de son activité et notamment en fait en faisant une forme d'outing des producteurs. Et là, je n'arrive pas à lire, mais je crois que c'est Knorr sur l'affiche, qui est complètement stigmatisé, et ce qui est quand même pour le coup une grande nouveauté d'un point de vue de la communication des acteurs de la grande distribution, en disant, regardez cette marque, c'est plus possible. Oui, Knorr d'ailleurs c'est écrit en gros. Je ne peux plus mettre ça dans mes rayons parce qu'en fait ils se sont emparés de l'inflation pour gonfler leur marque de façon extraordinaire. Donc voilà, une démonstration par les coulisses et puis aussi finalement la transparence de ce qui se passe derrière. Et on voit très souvent et dans beaucoup de champs d'activité, des campagnes qui font la démonstration de la décomposition du prix. Voilà, en ça, c'est vraiment très intéressant aussi. Et de façon aussi un peu plus instrumentale, mais intéressant aussi, Apple a convoqué Mère Nature dans un COMEX fictif, mais pour montrer finalement, faire une démonstration des questions que le COMEX pouvait se poser. C'est un format vraiment intéressant à regarder
pour pouvoir justement montrer, faire une démonstration des questions, des orientations des entreprises. L'ère de la responsabilité totale et l'ère du développement de la responsabilité, c'est aussi des entreprises qui vont plus loin en matière de leurs engagements. Et là aussi, on a essayé un peu de polariser deux typologies d'organisation, et d'autant d'ailleurs parce qu'en fait, on a eu en début d'année, et c'était vraiment deux cas passionnants qui, on le voit, sont en train d'essaimer dans les entreprises françaises, Crédit Mutuel et Maïf, qui investissent le champ du dividende sociétal en consacrant une part significative finalement des dividendes à des actions qui sont au bénéfice du plus grand nombre et de la société, avec d'ailleurs des montants importants versés pour faire justement avancer des causes qui sont aussi structurantes par rapport à la stratégie de l'entreprise ou de l'organisation. Et par ailleurs, autre dynamique très intéressante que vous avez peut-être suivie, fabuleux sujet d'ailleurs pour le coup de mobilisation et d'engagement, alors là cette fois-ci des parties prenantes, Crédit Mutuel qui en début d'année a lancé une grande concertation à 70 000 sociétaires impliqués et des parties prenantes pour écrire la nouvelle feuille de route stratégique. Et là on voit à quel point finalement il y a une bascule, y compris en matière de gouvernance. Donc début d'année, voilà, démonstration à part des entreprises très engagées qui décident en fait d'avancer et de développer leurs responsabilités en agissant avec leurs écosystèmes de parties prenantes. Et autre exemple, alors dans lequel l'agence EPOCA a été beaucoup impliquée, là qui est l'idée par la fondation Mosaïque qui intervient sur le sujet de l'inclusion économique et de l'égalité professionnelle, où là, on a vu un autre modèle d'entreprise et d'acteurs aussi institutionnels se mobiliser sur le sujet de l'égalité des chances. Et là, en fait, c'est un peu une nouvelle forme de leadership où on se réunit à plusieurs et on fait une forme de coalition pour faire avancer des causes qui sont importantes pour la société. Donc développement, là pour le coup, massif de l'engagement et de la responsabilité. Si on continue de voir un peu le développement des dynamiques de responsabilité, vous le voyez aussi quotidiennement, et beaucoup d'exemples sont présentés sur ce slide, de patrons qui font une démonstration d'engagement personnel. Alors c'est là aussi où c'est passionnant de voir à quel point la figure du dirigeant, d'ailleurs, devient complètement partie intégrante de l'image de marque et de la démonstration de l'action de l'entreprise. Voilà, donc différents exemples, on ne va pas tous les passer en revue, mais en revanche, un qui est d'ailleurs, nous, un exemple qu'on est triste de partager aujourd'hui parce que c'est une marque qu'on aime énormément et qu'on a énormément présenté comme cas d'école, qui est la marque Patagonia, où le patron, l'année dernière, a décidé de céder à terme l'entreprise à la protection de l'environnement par le biais d'une fondation et qui, en fait, alors là, c'est très récent, vient d'être impliqué dans un scandale sur l'exploitation, le travail clandestin dans les fabriques de vêtements et dans ces productions, dans ces usines de production. Donc voilà, là aussi on voit toute cette sensibilité et ça c'est aussi un des points de vigilance extrêmement important parce que en fait on peut voir à quel point un dirigeant peut faire basculer un modèle. Et on ne pouvait pas passer à côté aussi des questions qui se posent autour d'X en ce moment et en fait des orientations d'Elon Musk qui, en fait, on est en phase ou pas, mais force est de constater que le modèle du leader réseau social incontesté et performant de Twitter qu'on connaissait, aujourd'hui est challengé et en fait même évoqué comme étant au bord de la faillite. Responsabilité totale, c'est aussi faire un exercice de démonstration de l'engagement environnemental, y compris dans ses actions de communication.
Et alors, on fait des ateliers, on en a fait un très récemment sur le sujet de la décarbonation de la communication, un sujet passionnant qui est encore finalement très peu présent dans les briefs qu'on reçoit, mais extrêmement intéressant parce que là aussi, nous on trouve que quand on a, et toutes les entreprises aujourd'hui, en lien avec les accords de Paris, prennent des trajectoires de réduction de leur empreinte carbone massive, il faut que la communication intègre cela aussi et qu'il y ait une forme de symétrie entre la stratégie et ma façon de fabriquer la communication. Et qu'on trouve difficile aujourd'hui de présenter un message de réduction de son empreinte carbone sans se soucier de l'empreinte carbone de la communication qui véhicule ce message. Et voilà, des exemples intéressants comme L'Oréal qui est depuis 3 ans maintenant engagé dans une dynamique qui est plus large d'ailleurs d'éco-socio-conception qui mêle à la fois la réduction de l'empreinte carbone de sa communication financière, mais aussi l'accessibilité numérique au plus grand nombre. Donc une équation d'ailleurs vraiment très intéressante d'un point de vue technologique pour pouvoir croiser ces deux dynamiques. Ou très récemment, la Massif, cette fois-ci, qui a été jusqu'à faire labelliser, c'est la première fois que cela se produit, sa campagne de publicité en production responsable. Engagement total, c'est aussi voilà, le pan environnemental, mais aussi c'est aussi le champ des questions de diversité et d'inclusion. Et en fait, c'est évidemment des actions qui sont stratégiques et des actions qui sont très contributives à l'image de marque. Et là, on a différents exemples, à la fois en matière d'égalité, de genre et aussi de rapport au travail pour les personnes en situation de handicap, avec des actions qui sont vraiment très intéressantes de la part à la fois de L'Oréal et d'AXA. Et enfin, avant de rentrer dans une série de cas qui sont peut-être des solutions à ces questions de responsabilité, de marque totale et des réponses au contexte présenté par Émilie, ce qu'on se dit en effet, c'est que l'engagement total, ça va être particulièrement, et en 2024, la clé de la crédibilité et de l'attractivité des entreprises. Vous avez plusieurs chiffres qui montrent à quel point, finalement, les Français vont potentiellement, 84%, abandonner une marque qui n'est pas en phase ou en tout cas engagée sur des aspects à la fois environnementaux, sociaux et sociétaux. Donc l'importance aussi à la fois d'avoir une stratégie claire sur ces 3 éléments-là, des actions et une communication en phase. Ou là aussi, un peu en lien avec le chiffre que tu évoquais, des attentes très fortes d'engagement et d'action. 86% des Français, encore une fois, attendent des entreprises des mouvements en la matière. Donc, marque totale, engagement total, ça nous paraît vraiment des clés de structuration des stratégies pour les prochaines semaines. Merci Laurent Cédric, merci Émilie. Je crois que la marque totale est vraiment la marque de fabrique de la façon dont EPOCA aborde ces nouvelles tendances corporate pour 2024. Et je vais essayer de décliner cette marque totale, cette responsabilité totale sur les tendances de la communication corporate pour 2024 en 5 défis. D'abord, passer de la marque repère à la marque combat qui agit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Un repère, c'est statique. Un combat, c'est en mouvement. L'accélération des marques combat permet du repère à cette mise en mouvement qu'on peut illustrer par 2 cas assez parlants. Le premier sur France Relance. France Relance, Destination France ou France Travail. Et j'aime beaucoup cette baseline, cette signature de France Travail, de Pôle emploi à France Travail. Qu'est-ce qui change ? On passe d'une marque statutaire à une marque qui va présenter le bénéfice utilisateur. Et ce bénéfice utilisateur, comme on dit dans la Client Value Proposition, la fameuse CVP que les marketeurs aiment tant, eh bien c'est de dire il y a un avant
et un après. Et cette marque qui est en mouvement change la donne, comme on peut le voir sur France Relance ou France Travail. Et on remarque que ce ne sont pas seulement les institutions qui s'y mettent, mais aussi les partis politiques. Alors ces partis politiques ont des marques aujourd'hui, Horizon ou RE, les députés Renaissance. Là encore, on voit que le bénéfice du programme est davantage privilégié que l'institution. Alors ces combats, eh bien ces combats, donc par rapport à la marque repère, ces combats en mouvement sont le socle de certains discours corporate et au-delà. Alors ça veut dire quoi un discours corporate? Introduisons le propos à mi-chemin de notre conférence. Ça veut dire un discours d'entreprise et pas un discours produit. Donc on pourrait imaginer que les entreprises parlent d'elles-mêmes. Eh bien non. En réalité, elles parlent de combats sociétaux qui vont dépasser leur objet principal, leur raison sociale, pour basculer, on le sait, vers la raison d'être. Alors on voit le cas de Bonduelle qui souhaite non pas vendre des petits pois, mais inspirer la transition vers l'alimentation végétale. Il y a un mouvement et il y a un avant et un après. Avec The Bee Pact, qui est donc une forme d'engagement, on parlait d'engagement total avec Laurent Cédric, le Bee Pact est une preuve de l'engagement total de la marque Bonduelle. On remarque aussi la convention zéro de Volkswagen. Donc Volkswagen propose un mouvement, alors là carrément explicitement, puisque c'est Volkswagen Way to Zero. Ce mouvement est assez original, puisque Volkswagen est un constructeur automobile qui par définition a une empreinte carbone assez élevée. 30% de l'empreinte carbone du pays est constituée des transports. Malgré tout, ce mouvement avant-après est encore très clair sur Volkswagen. Alors on pourrait multiplier les exemples. On voit que Carrefour s'engage Act for Food. Donc Act, on est encore dans le mouvement, on est dans le verbe, on n'est plus dans le mot statutaire. On voit J'agis avec Engie, pareil, Act, agit. On voit bien que là on est sur une tendance de fond. Et puis Making the World a Better World for Saint-Gobain, Grow and Impact. On est là aussi bien loin de la simple verrerie de Louis XIV. Alors en design, puisqu'une marque, c'est un propos, c'est une signature, c'est une campagne publicitaire, mais c'est aussi, on le sait chez Epoca, puisqu'on le propose également, c'est aussi un design de logo et de key vis, ces fameux key visuals qui vont marquer les esprits pour accompagner la marque dans sa mue vers les nouvelles tendances. Alors on voit NASA qui est pourtant à la pointe de la technologie et qui revient vers du vintage. Le rétro, c'est chic. On voit Peugeot qui revient à son lion d'origine, même s'il s'appelle Stellantis. On voit Pepsi qui revient à la canette de base. Donc le rétro, c'est chic. Et c'est une forme d'authenticité pour dire on revient aux bases et on arrête les chichis, les nouveautés pour rassurer sur un contrat de confiance de long terme avec le client. Alors, l'identité en mouvement, j'en parlais tout à l'heure, il n'y a pas que la marque qui est en mouvement, il y a son identité également. On le voit sur Le Bon Coin. Le Bon Coin attire l'attention en créant un espace pour que le client puisse se projeter à l'intérieur de la pub, ce que je trouve absolument fascinant. Donc, le bon pour tous, la bonne appli, la bonne vente. On voit là la puissance de la marque qui peut même s'effacer derrière l'engagement de ses utilisateurs. Et puis quête d'authentique enfin, avec Massif. Massif qui, comme vous l'avez vu dans les publicités, donne la parole à ses sociétaires et ses usagers et donc il va chercher l'authenticité par le fameux third part speaker en bon français. C'est que nous les communicants on aime bien les mots anglais, c'est-à-dire la partie prenante qui va prendre la parole plutôt que l'entreprise de façon à garantir l'authenticité du propos. Donc d'une marque repère à une marque combat, c'est une marque en mouvement. Et c'est une marque en mouvement, pourquoi? Eh bien parce qu'il faut sortir du lot dans cette infobésité. Et donc c'est ce qu'on appelle l'écologie de l'attention. Alors on a tous en tête le livre de M. Patineau qui parlait de l'attention du poisson rouge, 9 secondes je crois de mémoire. Donc c'est 9 secondes. Ce qui est faux d'ailleurs. Ce qui est faux sans doute, mais en tout cas, il y a peu de secondes. Et dans l'infobésité, il faut créer ce qu'on appelle, nous les communicants, un choc de considération.
Ce choc de considération, on le voit sur Burger King, qui rentre à l'intérieur de sa chaîne de production, alors qu'avant on voyait plutôt ces usagers qui mangeaient des très bons sandwichs. On sort du convenu, on sort du McDo, on se différencie, et Burger King nous montre un sachet noir sur une cause, qui est donc le harcèlement des enfants. Ensuite, on voit Banque Alimentaire qui va faire la promotion de chefs cuisiniers, alors qu'avant, on voyait des vieilles pièces, des vieilles boîtes de conserve. Eh bien, aujourd'hui, la Banque Alimentaire propose le meilleur, la qualité, pour créer ce choc d'attention, puisqu'elle n'est pas attendue sur ce terrain. Alors, mon préféré, évidemment, c'est les préliminaires Est du sexe, demande Netflix pour sa série Sex Education, ce qui, bien sûr, crée le choc de l'attention, le choc de considération. Je crois que je n'ai pas besoin de faire l'exégèse de cette campagne. Alors, l'usage donc d'outils participatifs crée aussi ce choc d'attention en mouvement, mais dans un mouvement plus lent et peut-être un peu plus profond. Parce que la considération, c'est un instant, ça passe vite. Mais on voulait vous exposer une autre tendance de communication corporate en 2024, qui est cet usage de la co-construction, de l'intelligence collective de masse qui permet d'impliquer pour mieux engager. Alors, avec Laurent Cédric, on aime bien dire que l'intelligence collective de masse, c'est le double effet qui se coule. C'est d'un côté une façon pour les marques de régénérer leur essence par des nouvelles idées, puisqu'on collecte quand même dans un cercle beaucoup plus large, et c'est aussi une façon d'impliquer, donc presque d'emboîter la campagne de communication à l'intérieur de l'idéation, ce qui est assez fort. Alors je voulais vous donner comme exemple Malakoff Humanis, qui, un peu comme Crédit Mutuel, a proposé une grande consultation, non pas pour construire sa feuille de route cette fois-ci, mais pour construire son assemblée générale ordinaire. Ce que je trouve extrêmement puissant, puisque vous le savez, chez Maïf, il y a des sociétaires. Ces sociétaires sont appelés à co-construire l'entreprise. Jusqu'à maintenant, ça pouvait rester un petit peu statutaire. Et bien maintenant, c'est en mouvement, puisque les sociétaires s'expriment et co-construisent d'une allée sur l'autre eh bien, l'ordre du jour et le contenu de l'Assemblée générale ordinaire. Alors celui-là, c'est mon préféré. Autre tendance de communication corporate en 2024, et nous les communicants corporate, ça nous fait bien plaisir, eh bien la com corporate, la com entreprise, se met au code de la com externe produit, ce qui bien sûr décuple la créativité de nos créas en interne à l'agence, ce qui est extrêmement agréable. Alors vous voyez là un exemple d'une campagne qui a été produite par Epoca, où Saint-Gobain veut montrer différentes thématiques à l'intérieur de l'entreprise sur l'innovation, mais on en a fait aussi sur la finance. Empower Innovation, donc le naming qu'on a pu trouver, avec un revival des publicités produits des années 60. On est dans Mad Men complètement. Une tonalité enfin, qui est une vraie tendance corporate en 2024, qu'on a voulu appeler la connivence avec les cibles. On est toujours en mouvement, on est toujours vers le client-centric, mais cette fois-ci, on a recours au code publicitaire. On voit c'est Key Visual, donc cette campagne de publicité en marque com interne et recrutement sur Disney. Disneyland Paris, qui, au lieu de montrer des employés, comme c'est souvent le cas, et Victoire vous parlera plus en détail de la marque employeur tout à l'heure, qui est une vraie tendance là aussi, eh bien, ils sont réunis dans l'open space, sauf qu'au lieu de voir l'open space, on voit les grandes attractions de Disneyland Paris, ce qui évidemment est un petit peu plus attractif que les publications corporate habituelles. Et puis enfin, une grande tendance 2024, qui ne sera pas sans déplaire à Émilie, qui apprécie beaucoup cela, c'est l'humour. L'humour, eh bien, c'est une tendance. Alors, j'aime bien ces deux campagnes qui ont été réalisées également par Epoca. Celle pour Uniformation, qui est l'OPCO de la cohésion sociale, où on décline un certain nombre de métiers. Là, vous voyez le métier des ressources humaines. L'objectif de la campagne, c'est de promouvoir la formation, et on sait à quel point c'est important au niveau macroéconomique. Mais même si c'est un sujet extrêmement sérieux, pour un OPCO qui ne l'est pas moins, eh bien, voilà, on voit un phoque qui sort la tête de l'eau, puisque
essayer la formation, c'est une façon de sortir la tête de l'eau. Et puis enfin, France Emploi Domicile, qui est une nouvelle marque créée par la FEPEM, la Fédération professionnelle des employeurs particuliers. Cette campagne, c'est tout simplement, c'est-à-dire quelle démarche pour la fin de contrat de ma garde d'enfant, je ne sais pas. Mais au lieu d'élaborer un discours d'injonction psychologique, comme c'est souvent le cas pour le corporate, on est dans l'onomatopée. Alors oui, Bérangère, j'aime l'humour, mais j'aime aussi l'IA. Oui. Et d'ailleurs, en 2024, on aimera tous l'IA. L'IA, c'est une vraie tendance pour 2024, on l'a déjà précisé d'entrée de jeu, mais c'est aussi un défi. C'est le défi finalement de l'authenticité. Et pourquoi on parle d'authenticité? C'est qu'on sait, pour la communication corporate, à quel point le sujet de la transparence est clé. Laurent Cédric, tu l'as précisé à maintes reprises, mais on a besoin aussi de pouvoir tenir une ligne de transparence. Et donc, de ce point de vue-là, l'IA est passionnante parce qu'elle questionne cette notion d'authenticité. Alors, on va voir, il y a eu récemment 3 cas d'usage, on va dire, de l'IA. L'IA qui se trouve en fait à un carrefour entre une potentielle nouvelle créativité, nouvelle forme de créativité, mais aussi finalement une possibilité d'aller jouer avec la réalité. On l'évoquait dans cette introduction sur les deepfakes, mais aussi l'IA présente des menaces et des menaces notamment de biais, des menaces d'erreur. Ce qui encore une fois pose la question, la tension sur la vérité, le vrai, le rapport à l'authenticité des entreprises et des marques. Donc pour le premier axe que j'évoquais, on peut mobiliser cet exemple de Doondies qui a proposé une campagne générée par l'IA et l'a vraiment assumée puisque c'est affiché sur la publicité et finalement se générer par l'intelligence artificielle côtoie le Express Your Creativity, ce qui est une forme de revendication de la créativité, d'une nouvelle forme de créativité permise par les outils de l'intelligence artificielle générative. Le deuxième axe évoqué, c'est celui du fake OOH, FOOH. Peut-être vous avez croisé ce terme-là, qui est finalement un nouvel espace publicitaire, mais qui n'existe pas dans la vraie vie. Ce sont finalement ces marques, ces entreprises qui vont créer des contenus de toutes pièces grâce aux outils de l'intelligence artificielle, mais de stunts, d'happenings qui n'ont pas eu réellement cours dans la vraie vie. Et par exemple, on peut mobiliser cet exemple de Jacquemus qui a fait défiler ses sacs géants autour de l'Opéra de Paris et qui a complètement mobilisé les conversations sur Internet grâce à ça, puisque ça a réellement créé le buzz, comme on dit, les gens s'interrogeant en fait sur est-ce que cet événement s'est réellement produit ou non. Voilà. Et le troisième axe que j'évoquais, c'est celui plutôt de la menace dont il faut bien avoir confiance. Je l'évoquais aussi sur la désinformation, mais c'est plutôt cette possibilité, cet écueil du biais qui est possible aussi dans les outils d'intelligence artificielle. Et c'est Hitch qui s'est emparé de ce sujet de société, intéressant d'ailleurs, puisque finalement Hitch s'est dit je suis légitime à parler des banlieues, j'emploie moi-même des gens qui sont issus des banlieues. Et Hitch en fait a fait le point sur le fait que des outils par exemple comme Midjourney qui génèrent de l'image comportent des biais et associent en fait les banlieues à des environnements tristes voire catastrophiques. Et donc c'est tout l'objet de cette campagne qui à nouveau a émergé, a fait grand bruit et a généré des conversations absolument passionnantes de société. Donc pour 2024, voici le sujet de l'IA qui va certainement nous mobiliser grandement. Alors je passerai vite parce que l'heure tourne et qu'en plus, vous le savez tous, évidemment 2024 va être l'année du sport avec les JOP 2024. Mais ce qui est intéressant comme corporate, c'est que certes, il y a des polémiques sur ces JOP. Est-ce qu'on sera prêt? Comment on va faire pour éviter les grèves? Est-ce que c'est bien raisonnable d'inviter les Russes et les Bélarusses à ces Jeux? Mais au-delà des polémiques, je crois que ce qui est intéressant, c'est que les JOP 2024 sont une caisse de résonance, une vitrine des accélérations et des innovations pour les marques. Je donnerai qu'un exemple, c'est celui d'Orange qui a voulu
Pas seulement, évidemment, proposer, pardon, mais sa quincaillerie pour les JO, du Wi-Fi, de la 5G, tout ce dont on a l'habitude chez Orange, mais aussi de marquer son empreinte sur l'héritage des Jeux Olympiques pour les territoires, avec des infrastructures, avec des services associés, avec une mise aux standards internationaux du secteur du tourisme et du secteur des services, qui va marquer dans la durée les JOP. Et je crois que c'est la première fois que les JOP prennent tant d'engagement avec les marques sur un héritage dans la durée. Alors, au-delà de ces implications externes de la communication, il y a bien sûr les implications internes sur l'emploi. Et je laisse la parole à Victoire qui va vous les détailler. Absolument. Et donc, parmi ces implications, on se parle de paradoxe des talents et de défis de l'engagement. Pourquoi la notion de paradoxe ? Eh bien, parce que finalement, quand on regarde une étude très récente qui est sortie de la Fondation Jean Jaurès sur la société idéale de demain pour les Français, on se rend compte que quand il s'agit de penser leur carrière, ils aspirent plutôt à une forme de stabilité professionnelle, c'est-à-dire qu'ils se verraient bien changer à la limite 1 ou 2 fois d'entreprise dans leur carrière. D'ailleurs, on pourrait croire que les jeunes, eux, ont plus envie de bouger, mais pas tant que ça. Ils aspirent aussi plutôt à une forme de stabilité. Et pourquoi on voit un paradoxe là-dedans, c'est qu'on se dit, qui dit stabilité dit forcément une certaine forme d'engagement. Or, ce n'est pas tellement ce que les signaux nous font voir. On se rend compte qu'il y a encore un certain nombre de cadres qui se disent insatisfaits de leur situation professionnelle au premier trimestre 2023. Au-delà du chiffre en soi de 22%, ce qui est assez intéressant à noter, c'est quand même l'augmentation versus 2022 de plus de 6 points donc de cette insatisfaction. Et puis, autre phénomène qui illustre ce désengagement, c'est deux nouvelles un peu de tendances qui viennent un peu remplacer. On a beaucoup parlé de quiet quitting, grande démission, etc. Là, en 2024, on va surtout entendre parler de rage applying. Donc ça, c'est quand en fait, on est tellement énervé finalement contre notre employeur qu'on va se mettre à postuler à tout va, quasi au hasard, juste pour pouvoir présenter une démission le plus vite possible. Et puis, il y a aussi le ressentéisme. Donc ça, c'est pour les collaborateurs qui restent dans leur entreprise, qui auraient plutôt envie de démissionner et qui voient finalement leurs collègues partir, reprendre une forme de liberté. Et donc, il y a une jalousie qui s'installe un peu là-dedans et ce qui a été après qualifié de ressentéisme en forme de tendance. Plus anecdotique, mais en même temps assez intéressant à regarder, on se rend compte qu'en fait, ces phénomènes-là de rage applying, ressentéisme, etc., ont aussi finalement leur mise en scène sur TikTok. Donc en 2022-2023, on voyait beaucoup de je suis en train de démissionner ou je suis en quiet quitting. Et là, on voit plutôt des gens se mettre en scène en train de postuler à tout va, par exemple. Et donc, ce qu'on se dit sur cette crise de l'engagement, c'est que finalement, elle va plutôt être amenée à durer en 2024, notamment parce qu'il y a un sujet finalement d'alignement, ou plutôt de non-alignement, entre des entreprises et des dirigeants qui veulent plutôt faire revenir les salariés au bureau, et puis des managers qui se disent mince, en fait, les gens ne veulent plus travailler. Et puis, de l'autre côté, des collaborateurs qui se disent plutôt finalement, moi, j'ai bien apprécié la liberté que j'avais retrouvée pendant les confinements avec le télétravail, etc. Ça m'a aussi permis de développer ce télétravail, d'autres projets plus personnels en parallèle. Et donc, les salariés revoient un peu la place qu'ils accordent au travail dans leur vie. C'est moins prioritaire et donc ça crée un peu une dissonance avec les attentes des dirigeants. Et puis, le deuxième phénomène qui va concerner aussi l'engagement, on en a beaucoup parlé déjà, mais c'est l'arrivée en force de l'IA. Parce que forcément, on peut se dire en tant que collaborateur, mince, en fait, si l'IA va remplacer mon travail, à quoi bon m'engager ? Mais on peut se dire aussi, il y a une petite lueur d'espoir là-dedans, c'est que finalement, l'arrivée de l'IA, ça va aussi permettre aux collaborateurs de se concentrer sur des tâches à valeur ajoutée, puisque les tâches plus répétitives, etc., pourront être prises en charge par l'intelligence artificielle. Et donc, ça va nous permettre, par exemple, de se former à d'autres compétences ou valoriser des soft skills. On est sur l'engagement, mais avant l'engagement, il y a aussi l'étape de l'attractivité.
Et on l'a vu là dernièrement, forcément, gros défi de recrutement et donc un paysage médiatique de plus en plus saturé de campagnes de recrutement. Et donc, forcément, qui dit paysage médiatique saturé, dit besoin de créer ce choc de considération dont tu parlais, Bérangère, cet impact. Et donc, il y a deux cas, pour nous, qui illustrent bien ça. C'est le cas de Burger King, qui va finalement calquer sa communication commerciale très basée sur l'humour et un ton décalé sur finalement sa communication employeur. Donc, avec cette campagne qui répond finalement avec un ton décalé à des avis négatifs. Ça rejoint aussi le sujet de la transparence. Voilà, on a des avis négatifs. On se dit, finalement, oui, on ne fait pas tout parfaitement. Est-ce que c'est pas aussi parce qu'on manque un peu de collaborateurs? Donc, finalement, venez aussi nous rejoindre pour nous aider à améliorer tout ça. Et puis, la deuxième campagne, au service de l'impact, c'est la campagne de Lidl qui a un peu disrupté aussi ces campagnes de recrutement en montrant non pas des salariés, mais des proches des collaborateurs. Donc, pareil, on se parlait d'authenticité, on peut se dire, finalement, qui mieux qu'un proche d'un salarié pour témoigner de son épanouissement dans sa vie professionnelle. Et puis, nous aussi, on a un peu nos petites astuces et nos leviers chez Epoca pour créer de l'impact. Et donc, je te laisse nous en parler, Bérangère. Alors, un exemple, je passerai vite, mais j'espère que le choc de considération vous arrive en pleine face par cette belle campagne pour la filière forêt-bois. Et la filière forêt-bois nous a demandé un vrai challenge, c'était de créer une campagne marque employeur pour inciter les gens à venir travailler dans la filière sans montrer ni la forêt ni le bois. Ce qui n'était quand même pas évident. Et donc, chez Epoca, notre réponse a été de dire, on va se concentrer sur l'émotion très forte par ces métiers qui sont quand même très particuliers. Et donc, on a proposé ce claim de campagne, #VeryWoodMétier. Si vous voulez du boulot, il y en a dans les bois. Évidemment, avec le jeu de mots sur boulot. Alors, #VeryWoodMétier, ça veut dire quoi? Ça veut dire very parce que l'émotion, elle est grand large dans la forêt et dans le bois. Ça veut dire wood parce qu'on pense à la forêt, mais il ne faut pas oublier le bois. On n'est pas que dans la forêt, dans les métiers de forêt-bois. On est aussi en usine ou en bureau. Et puis, very wood métier, un petit clin d'œil à very good métier avec le franglais qui plaît tellement aux jeunes. Victoire, je t'en prie. Si tu... Oui, alors, pour relever ce défi d'émergence, un choc de considération est nécessaire, on en a déjà parlé. Et donc, très rapidement, on a également eu ces deux campagnes emblématiques de la communication corporate en 2023, qui montrent bien les nouvelles tendances aujourd'hui. Une campagne sur le tourisme recrute pour commencer, pour recommencer, pour la vue, pour le frisson. On est toujours sur l'émotion. Cette émotion qui va créer une connivence, une intimité avec le public. Et puis cette campagne dont on est très fier sur la police nationale qui doit recruter plus de 7000 policiers et qui pour ce faire nous a demandé de créer un film miroir où on voit d'abord les valeurs de la jeunesse qui sont exprimées et en miroir les valeurs des policiers qui sont exactement les mêmes. Pardon. Voilà, alors pour conclure cet atelier en étant à peu près dans le timing, on a vu différents cas de stratégie de marque et de stratégie publicitaire au service vraiment finalement de l'impact des organisations. On a essayé pour conclure de vous proposer une forme, c'est pas une recette, mais en tout cas trois éléments qui nous paraissent peut-être intéressants à avoir en tête pour les prochaines stratégies de communication. La cohérence, ça j'en ai beaucoup parlé, mais en effet, réfléchir à une forme d'alignement entre la marque totale, ses différentes expressions, mais également les combats sélectionnés par l'entreprise, et puis aussi les canaux qu'on va investir. Donc voilà, cohérence entre tout ça, parce qu'en fait, on évolue dans un monde où il y a énormément de messages et donc en fait si on a envie d'avoir une forme de force et de consistance, la cohérence c'est vraiment une des clés pour cela. Le deuxième élément pour nous intéressant à combiner, dont on a vu quelques exemples aussi et qui reste encore pas non plus la norme, c'est cette idée de mouvement, cette idée de assumer le fait que
quand on agit à plusieurs, on a plus d'impact plutôt que d'être dans un peu le leadership d'avant, qui est une forme de leadership un peu solitaire, où on avait surtout envie d'exposer en gros son logo pour montrer qu'en fait on faisait des choses merveilleuses. Là, voilà, il y a d'autres idées intéressantes à réfléchir aussi, et notamment quand on porte des combats qui sont des combats de société. Et enfin, à combiner avec cela aussi, la réflexion sur l'utilité. On voit bien à quel point les marques, les parties prenantes et nous-mêmes d'ailleurs, chacun, on se questionne sur l'utilité fondamentale en fait de chaque organisation. Et on voit bien en tant que communicant que poser une expression simple de l'utilité fondamentale de vos organisations d'ailleurs, c'est pas toujours un exercice évident. Et pour autant, vraiment, c'est sans doute un but à atteindre pour pouvoir justement faire cette belle démonstration de la place de votre organisation. Et c'est vraiment aussi le rôle d'une stratégie corporate dans la société. Voilà les 3 éléments de structure. Avant de terminer par quelques chiffres du planning stratégique. Tout à fait. Alors, pour finir sur une note aussi très enthousiasmante, hein, ce qu'on peut se dire pour 2024, ce qu'on entrevoyait déjà en 2023, c'est finalement une forme de consécration de la communication corporate. Alors nous, chez Epoca, on mène chaque année une étude qui s'appelle Entreprise crédible, qui vient justement jauger de tout ce dont on s'est parlé aujourd'hui, intéressant. Finalement, on voit en tendance que les différents publics, et surtout d'ailleurs les jeunes, identifient cette montée en force de la communication corporate dans les discours ambiants. Et pour la majorité, hein, vous voyez, 84%, c'est une bonne chose. Donc là, c'est hyper réjouissant pour nous qui sommes des professionnels de la communication corporate, puisqu'on se dit qu'en tendance, et ça résonne pas mal hein, avec finalement ce qu'on a posé sur la société de 2023, c'est qu'en tendance, on va aller vers peut-être moins de consommation de produits dans le dur, mais plus de consommation de valeur, d'engagement. Et donc il y a ce rapport un peu de vase communicant où il va y avoir une forme de report vers la communication corporate qui devient d'autant plus importante à une heure où tous les signaux nous conduisent quand même à réfléchir sur une trajectoire de moins de consommation de produits et plutôt aller vers une adhésion à un programme de valeur. Et tout ça est tout à fait intéressant quand on reprend ton terme du triptyque Laurent Cédric de la cohérence, de la marque totale, puisqu'en fait ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment un système de vase communicant, on pourrait dire, entre la communication commerciale produit et la communication corporate sur les engagements, puisque l'une et l'autre s'apportent mutuellement. La communication corporate, elle a besoin du ludisme, de la valeur peut-être créative publicitaire de la communication produit commerciale. Et à l'inverse, aujourd'hui, on le voit bien, la communication commerciale produit ne peut plus s'en tenir au produit et a besoin de la communication corporate pour s'exprimer aujourd'hui. Donc voilà plutôt une note réjouissante pour la suite et on a été heureux de passer ce moment avec vous et on se retrouve tout à l'heure. Merci infiniment.